Bonjour, je vous remercie de venir à ce symposium d'Olea Medical au cours duquel je vais vous parler d'imagerie synthétique en vous présentant notre produit Olea Nova Plus. Donc l'Oléasphère, c'est le produit de post-traitement IRM de la société Olea Medical qui est composé de différents plugins qui nous permettent de créer des suites cliniques. Et vous voyez ici le plugin Olea Nova Plus qui nous permet de faire de l'imagerie recalculée. Donc l'imagerie synthétique, je vais commencer par vous dire que ça peut paraître quelque chose de nouveau, mais en réalité c'est quelque chose qui date un petit peu. Le premier papier dans radiologie date de 85, avec la création d'images recalculées, et déjà le terme d'imagerie synthétique est évoqué dans cet article. Un peu long à calculer, des séquences pas toujours très stables, des séquences multi-écho qui duraient une quinzaine de minutes, donc difficile à faire en routine clinique. Et c'est pour ça qu'on a un laps de temps relativement important entre le premier papier et l'apparition de nouveaux abstracts aux ISMRM de 2011, 2012, et puis tous les ans, maintenant, on voit apparaître des abstracts sur l'imagerie synthétique. Donc, les premières images, pour que vous ayez en tête déjà ce que ça peut donner, les images acquises et les images recalculées, le but à cette époque-là était clairement d'essayer de gagner du temps dans les protocoles pour essayer de reconstruire des acquisitions qui n'auraient pas été faites parce que trop longues dans les années 80. Donc, le but du jeu en imagerie synthétique, c'est d'acquérir un set de séquences, donc pour nous ce sera 2 séquences, qui permettront de refabriquer une suite d'images morphologiques et d'images quantitatives, de cartes quantitatives. Donc 2 possibilités, du qualitatif et du quantitatif, avec l'introduction de cartes quantitatives T1 mapping et T2 mapping. Ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché ou de disponible pour les clients, 2 approches différentes. Une approche avec séquences spécifiques, et c'est la seule qui est disponible pour vous sur le marché, c'est la séquence CRAP Master. Et à partir de cette séquence, on est capable de refabriquer des images morphologiques T1, T2, FLAIR, double inversion récupération. Les inconvénients majeurs de cette approche-là sont la longueur d'acquisition de la séquence, 5 à 6 minutes. Une seule séquence, et si votre patient bouge, il faut repartir pour 6 minutes. Donc là, le gain de temps va pas être important, il va être même une difficulté. Peu flexible, parce que cette séquence a été designée à la base pour le cerveau, et elle doit être adaptée dès lors que l'on veut l'appliquer à d'autres régions anatomiques. Et elle est d'un accès limité parce que pas disponible sur toutes les machines. Et l'approche d'Olea Medical, c'est de proposer une approche imagerie synthétique, mais qui est disponible pour tout le monde, ou pratiquement tout le monde, sur les imageurs 1.5 et 3T actuels. Donc une approche disponible, flexible, parce qu'on pourra adapter les séquences aux différentes régions anatomiques, le cerveau, mais pas que le cerveau. Et c'est une approche qui permet d'accélérer les acquisitions, là où la séquence CRAP Master est relativement verrouillée dans son design de séquence. Quelle est l'utilité de l'imagerie synthétique? Donc on voit beaucoup d'images en neuro, mais ce qui est déjà publié et ce qui est déjà disponible, c'est l'intérêt de l'imagerie synthétique en dehors de la neuro. Par exemple, pour l'imagerie ostéo-articulaire, où il a été publié dans Radiologie, l'intérêt de faire varier le temps d'écho pour générer des images pondérées T2 qui vont mieux montrer les fissures méniscales. Et déjà en 91, un premier article sur l'imagerie synthétique appliquée à l'imagerie de la femme, ici pour reconstruire des images calculées sur le corps utérin. Donc en pratique, comment ça marche? Si on essaye de simplifier un petit peu, le but du post-processing sera de régler cette équation de bloc qui gère le signal en IRM. Donc on a un signal et on va quantifier pour chacun des voxels le T1 et le T2 de chaque voxel pour ensuite calculer une intensité de signal, ce qui nous permet de refabriquer des images T1 et T2 connaissant la repousse en T1 et la décroissance en T2. Et on connaît le contraste qu'il existe entre les valeurs, entre les images en T1 et en T2 qui naissent des différences de T1 de chacun des tissus. Donc en pratique, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire acquérir des images qui vous permettent de faire de la quantification T1. Et là, il y a différentes approches. Les approches avec angle de bascule variable, T1 écho de gradient, angle de bascule variable, ou des séquences spécifiques qu'on appelle MP2Reg, qui vous donne une quantification de T1 directement.
et une quantification T2 de chacun des voxels avec, de manière générale, une acquisition multi-écho T2. À partir de ce set d'acquisition, on est capable de refabriquer un jeu de cartes, donc T1, T2, densité de protons, STIR, double inversion récupération, PSIR, et des cartes quantitatives. C'est pas uniquement la possibilité de refabriquer des cartes qualitatives, mais c'est aussi la possibilité d'exploiter les valeurs fonctionnelles T1 et T2 mapping. Donc en résumé, le MP2 Range ou le T1 écho de gradient à angle de bascule variable et une séquence T2 multi-écho. L'ensemble nécessitant un temps d'acquisition au total de 6 minutes, autour de 6 minutes. Ce qui est assez intéressant pour vous, c'est que comme c'est deux sets de données séparés, on va pouvoir utiliser les techniques d'accélération que vous connaissez de manière classique, acquisition parallèle, accélération dans l'espace K, de manière à accélérer cette acquisition. Donc elle donne des perspectives pour le futur qui vont permettre de vraiment réaliser l'imagerie synthétique dans des temps beaucoup plus courts. On utilise la correction des mouvements dans chacune des acquisitions permettant de réaliser le T1 mapping et le T2 mapping. Puisqu'on fait du T1 écho de gradient à angle de bascule variable, on va corriger les mouvements entre chaque angle de bascule, et pour le T2 mapping, de la même manière, on va corriger entre chacun des échos les mouvements qui pourraient apparaître. Et ça, on va le faire de manière automatique, même si on ne voit pas de mouvement visuellement, le logiciel corrige de toute manière. Pour cette quantification de T1 et T2 mapping, on va appliquer l'algorithme bayésien maison fait et produit par Olea, qui permet d'être plus résistant au bruit. Comme ça a été montré pour la perfusion cérébrale par exemple, l'intérêt du modèle bayésien, ça va être de vous rendre plus résistant au bruit. Et là, dans la quantification de T2 mapping, par exemple, sur les échos longs, les échos tardifs, les modèles classiques sont très proches du bruit et la précision de la valeur que l'on donne n'est pas toujours la bonne. Ça a été largement publié. Et aujourd'hui, avec notre modèle bayésien, on a déjà des publications et une communication intéressante a été diffusée à l'ECR l'an passé sur l'intérêt de faire du T2 mapping avec le modèle bayésien. Une fois qu'on a ces cartographies T1 mapping, T2 mapping dans le logiciel, on vérifie que nos valeurs soient justes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé par rapport aux données de la littérature les valeurs de la substance blanche, la substance grise, des grands tissus pour être sûr que la précision de ce qu'on génère est fiable. Le T1 mapping, le T2 mapping, c'est de la quantification. Donc, on est proche d'un outil de métrologie et donc on doit donner aux cliniciens la capacité à contrôler et à surveiller la fiabilité et la précision de la mesure qu'on est en train de faire. Et ça passe par du fitting des valeurs et de l'affichage de ce fit. On va quantifier de la repousse en T1 ou de la relaxation en T2, on vous donne dans le logiciel la possibilité de voir si le fit est satisfaisant ou pas. On voit ici le modèle appliqué par le logiciel en vert plus clair et en vert plus foncé, en ligne brisée, les données réellement acquises. Et ce sera un outil pour vous de vérification de la précision de cette mesure telle que le nécessite un outil de métrologie classique en imagerie et en dehors de l'imagerie. L'approche assez innovante d'Olea Medical dans l'imagerie synthétique, c'est de fabriquer de l'imagerie synthétique, quel que soit l'aimant que vous avez, que ce soit du 1.5 ou du 3T, que ce soit du constructeur P, S, T ou G que vous reconnaissez. Olea Medical est capable de générer des images synthétiques sur le cerveau et en dehors du cerveau. Donc pour vous, ça vous donne quand même l'assurance, quelles que soient les machines que vous avez à disposition, d'être capable de fabriquer de l'imagerie synthétique. Donc là, vous voyez le logiciel fonctionner. On fait varier le temps d'écho sur cette séquence et on voit le résultat en direct de l'image qui est générée. Donc ici, on est bien en pondération T2. Le logiciel a calculé sur l'ensemble du volume les différentes cartes. On est parti d'une pondération T1, ici LCR noir, substance blanche, et on fait varier le TE. On peut faire varier le TR, on est en densité de protons, on voit certaines images apparaître, on voit tout de suite l'intérêt de l'imagerie synthétique, c'est de manière dynamique, comme vous le faisiez auparavant avec la souris et le fenêtrage, vous allez jouer dans un espace de temps d'écho et de temps de répétition. Alors pour des séquences classiques, avec l'approche spin-echo où on fait varier uniquement TE, TR, et puis après on peut aller un peu plus loin en faisant varier TE, TR, TI, et là on peut fabriquer de l'inversion récupération, du STIR, du
PSIR, de la double inversion récupération avec TE, TR et 2 TI. Et pour vous simplifier la tâche, l'idée c'est de créer des protocoles dans lesquels vous décidez ce que vous voulez obtenir de manière automatique. Ici, vous avez une petite vidéo qui vous montre ce qui se passe quand on fait en double inversion récupération, quand on fait varier un TI ou l'autre TI, on supprime un tissu. Là, vous allez avoir un outil avec le STIR ou l'inversion récupération, vous aurez un outil qui vous permettra de supprimer un tissu, quel que soit son T1. Donc on va déposer une région d'intérêt sur la cartographie T1 et le logiciel automatiquement va supprimer le tissu qui correspond au T1 choisi. Donc je veux supprimer la substance blanche, je mets une région d'intérêt, je dis au logiciel que je veux supprimer ce tissu et la cartographie est générée. Donc ça vous donne beaucoup de flexibilité et c'est le message que j'ai essayé de faire passer pendant la petite démonstration. L'imagerie synthétique peut vous faire gagner du temps, mais l'avantage majeur, c'est de vous donner ou de vous redonner de la flexibilité dans les séquences. Alors, je vous ai montré des images appliquées au cerveau, l'imagerie synthétique appliquée au cerveau, ça, d'autres constructeurs le montrent aussi, mais avec une approche assez propriétaire, avec une séquence dédiée qui dure longtemps. L'approche de Léa permet de sortir de la neuro et d'aller vers d'autres régions anatomiques, telles que le rachis par exemple ici, où le même design de protocole, T1 écho de gradient angle de bascule variable, T2 multi-écho, et vous obtenez une cartographie T1 mapping, T2 mapping, et une carte synthétique, ici T1, générée automatiquement par le logiciel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les premières publications ont montré l'intérêt de cette approche en ostéo-articulaire. Eh bien ici, on a un genou, on fait varier le TE, on voit apparaître les liquides, on voit de manière assez intéressante comment on peut modifier le signal du cartilage, et ça c'est quelque chose que vous connaissez, en fonction de la valeur du temps d'écho, le signal du cartilage est différent. Et là, tout de suite, on ouvre la porte à de la segmentation de manière beaucoup plus efficace que ce qu'on pouvait faire par le passé. Une des problématiques majeures de la segmentation, par exemple, du cartilage rotulien, c'est les données d'entrée qui sont à temps d'écho fixe. Avec l'imagerie synthétique, on est capable de segmenter de manière beaucoup plus facile les structures. Et ça, c'est un concept un petit peu général. On peut le faire aussi en neuro. On pourra segmenter la substance blanche ou la substance grise de manière beaucoup plus efficace grâce à l'imagerie synthétique. Donc sur un genou classique que vous avez acquis, on part d'une pondération de T1 et puis on va voir le liquide apparaître au fur et à mesure de l'évolution du temps d'écho. On voit le liquide ici qui apparaît. Et le gros avantage de l'imagerie synthétique, c'est de vous autoriser des temps d'écho que vous n'auriez jamais pu avoir à l'acquisition. Faire un temps d'écho à 220 millisecondes en imagerie synthétique, c'est possible, ça donne cette image-là, avec un liquide très blanc et un cartilage très noir, un contraste très fort, mais une image qui conserve un rapport signal sur bruit relativement satisfaisant. En acquisition native, ce genre d'exercice, eh bien vous tombez avec une image avec énormément de bruit qui ne vous autorise pas le diagnostic. Donc l'avantage de l'imagerie synthétique, c'est cette flexibilité et la possibilité d'avoir des paramètres que vous n'auriez jamais acquis en acquisition classique. La même chose avec l'inversion récupération où, par exemple, la suppression de graisse, bon, on le sait, peut varier d'un opérateur à l'autre. Vous avez envie d'avoir une SAT-FAT plus ou moins forte, plus ou moins dure, en fonction des régions anatomiques. Eh bien ici, vous allez faire varier le temps d'inversion ou le temps d'écho. Et donc, on voit ici sur ce genou, un hypersignal ici, on a supprimé la graisse. Quel est le bon temps d'inversion? Si on reste avec un temps d'inversion fixe, on a une information. Si on fait varier, eh bien, on a plusieurs informations. Vous le voyez ici, à 140 millisecondes, ce qui est peut-être la valeur classique qu'on aurait utilisé à 1.5 Tesla. On a un niveau d'information. Si je durcis mon temps d'inversion, si je durcis mon image, je limite un peu mieux la zone qui est réellement atteinte. J'ai moins d'effet T2 résiduel, quelque chose que vous connaissez en diffusion par exemple, l'effet T2 résiduel. Là, on peut jouer avec cet effet T2 lié aux accélérations de séquences spin-écho. Donc là, un résultat clinique qui nous a été fourni par une des équipes avec lesquelles on travaille sur l'imagerie synthétique, une tumeur envahissante au niveau du genou, et on a, à partir d'un jeu de données de 6 minutes, la quantification, et c'est vraiment un paramètre important. Au quotidien, aujourd'hui, le radiologue n'utilise peut-être pas le T1 mapping et le T2 mapping dans sa routine quotidienne, mais ce T1 mapping et ce T2 mapping permet de générer toutes ces images. En réalité, toute l'information que vous avez ici sur cette
images morphologiques, en fait, toute l'information est contenue dans ces deux cartographies. C'est juste une habitude de lecture que vous pourriez prendre. Ici, au niveau ORL, un cas fourni par l'équipe de la conception, avec une tumeur du cavum, et on voit T1, densité de protons, T2, donc on voit bien le contour ici de la lésion. On peut se permettre de faire un T2 un peu plus long, qui va nous donner des informations supplémentaires. Et ici, de la suppression tissulaire, par exemple, de la suppression de graisse. De manière dynamique, donc là, au niveau des sinus maxillaires, on est en pondération de T1, et on n'est pas obligé de régler à chaque fois manuellement le temps d'écho et le temps de répétition. On peut aller chercher des presets, des pré-réglages qu'on a dans le logiciel, et on va chercher ici, par exemple, le T2, le T1 ou l'inversion récupération, et on peut faire varier manuellement ce paramètre-là. Donc, l'avantage de cette approche d'imagerie synthétique, c'est de donner de la flexibilité au radiologue. Avant, le manipulateur vous fabriquait une séquence pondérée T1, une séquence pondérée T2, une séquence TIR, figée, et vous étiez obligé de faire avec ça. Donc il y avait cette notion de protocole qui était établie par les équipes, qui existe toujours en imagerie synthétique. Vous avez des protocoles qui vous génèrent des images automatiquement, mais vous avez la possibilité a posteriori de revenir et de dire je veux un T2 beaucoup plus pondéré T2, avec un temps d'écho beaucoup plus fort, pour voir si mon angiome, par exemple, est important ou pas, si ma fissure méniscale est réellement une fissure méniscale ou pas, et je fais flasher le liquide si j'en ai envie. Je veux supprimer la graisse, j'avais pas prévu, j'ai pas demandé au manipulateur de le faire, je peux le faire a posteriori par la suppression tissulaire. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, et vraiment, il faut insister là-dessus, parce que on se rend bien compte que beaucoup de faisceaux vont dans cette direction, l'approche quantitative T1 et T2 mapping, qui vous fournit énormément d'informations sans injection, parce que jusque-là, on n'a pas parlé d'injection de produit de contraste. Vous avez des paramètres, des biomarqueurs qui sont disponibles sans injection de produit de contraste et qui, in fine, vous permettent de générer toutes les images morphologiques. Un gain de temps, même si c'est pas là-dessus qu'on voudra forcément accentuer, il existe, il peut exister, et on peut dire qu'avec 6 minutes de temps d'acquisition, on est capable de générer 7 contrastes différents de manière instantanée. Ça a aussi un intérêt relativement important dans l'approche pédagogique pour les internes, pour les manipulateurs, pour apprendre l'IRM. On peut faire varier des TE, des TR, on fabrique du T1, on le voit visuellement, on voit directement l'impact des paramètres dans le résultat dans l'image. Et comme outil pédagogique, c'est relativement intéressant. Et on peut, avec un produit nouveau d'Olea, on peut automatiser au maximum que possible la création de ces images synthétiques avec cet outil que l'on appelle Pulse, qui va vous permettre, logiciel fermé, de refabriquer ces 7 images morphologiques de manière automatique. Vous générez l'acquisition et le logiciel ordinateur fermé va fabriquer les images et va les repousser sur votre PACS de manière complètement transparente, parce que vous avez décidé d'un protocole. Si vous avez envie de manipuler les images, vous ouvrez le logiciel et puis vous pouvez manipuler les images. Mais l'idée, c'est aussi de vous faciliter le quotidien avec cette option-là d'automatisation à l'extrême du protocole. Dans les améliorations possibles, parce que rien n'est parfait, et ça a été montré le mois dernier dans une lettre dans la JNR, l'imagerie synthétique a des biais qu'on connaît, que tout le monde connaît, que tout le monde a. Dans quel cas on rencontre ces biais? Quand on a deux voxels très proches de nature très différente, il y a un artefact que vous connaissez tous qui apparaît, c'est l'artefact de volume partiel. Et ce volume partiel, on l'a en quantification. C'est un artefact de volume partiel en T1 mapping et en T2 mapping. Et donc on génère un voxel à l'interface entre les deux, qui est un voxel qui correspond à rien, qui va se traduire dans l'image morphologique par un signal qui n'est pas la réalité et qui peut vous amener à une interprétation qui n'est pas la réalité. Alors c'est quelque chose qui peut être maîtrisé, mais qu'il faut connaître. Il faut connaître cet artefact. Nos équipes travaillent dessus pour le régler. C'est un sujet qui est pas simple. Une des solutions évidentes, c'est de réduire l'épaisseur des coupes. Et là, on retombe dans des acquisitions qui sont un petit peu longues. Donc, ça passera probablement, la solution de ce problème-là, par des approches innovantes en termes de calcul de voxels proches et peut-être par des acquisitions 3D plutôt que 2D, parce que jusque-là, ce que je vous ai montré, c'est de l'imagerie synthétique 2D.
Il n'existe pas aujourd'hui disponible d'imagerie synthétique 3D. On va probablement vous permettre de générer des séquences synthétiques T2 étoiles pour avoir l'information qu'il vous manque. Et en fait, on est en train de préparer ce que l'on appelle le concept de fingerprinting ou d'imagerie quantitative permettant de refabriquer n'importe quel type de pondération a posteriori. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, ce sont les prémices du fingerprinting proposées par différents constructeurs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Yasmina. Mesdames et messieurs, bonjour. J'enchaîne donc directement en vous présentant les résultats de la validation préliminaire de l'application Olea Nova+. Je tiens à préciser que ce travail a été réalisé en collaboration avec une équipe japonaise, européenne et américaine. Dans le cadre de cette validation, nous disposions d'une cohorte de 30 patients et un volontaire sain, une moyenne d'âge de 64 ans, 15 femmes et 16 hommes. Tous les patients ont été admis dans le cadre d'un protocole clinique au département de radiologie de l'hôpital Sumitomo Meiji du Japon. Les patients présentaient des pathologies cérébrales telles que la tumeur, la sclérose en plaques. Les acquisitions ont été réalisées sur une IRM Toshiba 3T entre février et mars 2016. Les séquences comprenaient du MP2RAGE, du Fast-Pineco multi-écho, du T1, T2 et FLAIR, pondéré en T2. Le post-traitement a été réalisé grâce au logiciel OleaSphere et l'application Olea Nova par un opérateur expert en radiologie. Disposant de 2 séquences, MP2RAGE et Fast-Pineco multi-écho, des cartographies T1 et T2 mapping ont été générées, ce qui a permis le calcul des séquences T1, T2 et FLAIR synthétiques. Pour l'analyse, nous disposions pour chaque cas 6 images, 6 cartographies, T1, T2 FLAIR conventionnels et leur équivalent synthétique. Considérant les séquences conventionnelles comme le gold standard, tout le long de cette étude, les synthétiques ont été comparées à ces dernières. L'analyse s'est déroulée sur 2 volets, un volet quantitatif où nous avons calculé le contraste, le rapport contraste sur bruit, qui sont 2 paramètres de quantification de la qualité d'image par région, et un volet qualitatif où nous avons effectué une évaluation visuelle de la qualité d'image synthétique versus conventionnelle. Pour l'analyse quantitative, un opérateur expert en radiologie a chargé simultanément les 6 séquences pour chaque patient, comme illustré sur cette image. Vous avez en première ligne les conventionnels T1, T2 et FLAIR et leur équivalent synthétique sur la deuxième ligne. Il a été demandé à l'opérateur de positionner une région d'intérêt sur une partie anatomique bien précise, en choisissant une séquence et une coupe particulière, et en positionnant cette ROI, cette dernière s'est propagée simultanément, automatiquement, sur l'ensemble de toutes les séries présentes et affichées, sur la même coupe et sur la même région, ce qui a permis une quantification similaire pour toutes les séries. Au final, nous disposions donc de 13 ROI sur 4 régions anatomiques, 2 sur le liquide céphalo-rachidien, 6 sur la matière grise, 2 sur la matière blanche et 1 sur la lésion quand celle-ci était visible. L'image de droite illustre un exemple de ce positionnement. Néanmoins, et aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation, je ne présente que les résultats de validation préliminaire et le focus sera porté sur la matière blanche, grise et la lésion. 2 paramètres ont été donc calculés, le contraste et le CNR, entre 2 régions, matière grise versus matière blanche, lésion versus matière blanche. Le contraste est calculé comme étant la différence d'intensité entre 2 régions divisée par la somme de ces intensités, le CNR étant la différence d'intensité entre régions divisée par la racine carrée de la somme des variances. Au final, pour les 31 cas, nous disposions pour le synthétique et le conventionnel de 2 contrastes et de 2 CNR.
Des box-plots, des moyennes, des intervalles de confiance à 95%, des t-tests et des régressions linéaires ont été calculés. L'analyse qualitative a été réalisée par 2 radiologues expérimentés, Dr Naël et Dr Citon, indépendants du site d'acquisition, qui ont effectué la validation visuelle pour les données synthétiques versus conventionnelles à l'aveugle, à un intervalle d'1 semaine pour le premier opérateur et 3 jours pour le second. Les critères d'évaluation de la qualité de l'image étaient les suivants. Signal sur bruit, distorsion, résolution, délimitation des structures anatomiques telles que les ventricules, différenciation entre les matières blanches et grises, artefacts, mouvements et qualité globale de l'image. Aujourd'hui, nous allons présenter les résultats obtenus pour l'analyse visuelle de la qualité globale de l'image, sachant que les 2 opérateurs ont effectué l'analyse pour tous les critères décrits précédemment. Les 2 opérateurs ont donné des scores allant de 1 mauvais à 4 excellents. Des diagrammes cumulatifs en barre, des moyennes et des écarts types ont été calculés. Les résultats. Pour l'analyse quantitative et pour le contraste. À gauche, nous représentons les boîtes à moustaches pour le contraste matière grise versus matière blanche. Et à droite, le contraste lésion versus matière blanche. Pour le T1, le T2 et le flair. En bleu, vous avez les données synthétiques. En rouge, les données conventionnelles. Au-dessous, nous résumons dans un tableau les statistiques obtenues, à savoir la moyenne, l'écart type, l'intervalle de confiance à 95%, la p-value et les conclusions que nous en tirons. Pour le T1, le synthétique T1 était supérieur au conventionnel pour les 2 contrastes. Pour le T2, le synthétique équivaut au conventionnel pour les 2 contrastes. Aussi, pour le contraste lésion versus matière blanche, le synthétique équivaut au conventionnel en flair. Pour le contraste matière grise versus matière blanche, le synthétique flair est inférieur au conventionnel. L'analyse des régressions linéaires, en prenant les 2 contrastes, donc matière blanche versus matière grise et lésion versus matière blanche, et l'analyse de la pente, nous donne les résultats équivalents à ce que nous avons vu précédemment, à savoir que pour le T1, le contraste synthétique est 54% supérieur au conventionnel. En T2, le synthétique est légèrement inférieur à 3%. En flair, le synthétique est 15% inférieur au conventionnel. Pour l'analyse quantitative du CNR, même disposition sur la diapositive, et les résultats nous donnent que pour le CNR matière grise et matière blanche, le T1 et le T2 synthétiques sont supérieurs au conventionnel. Pour les 2 contrastes, pour le T1 et le T2, les synthétiques équivaut au conventionnel. Pour le flair, néanmoins, le CNR est inférieur le synthétique flair est inférieur au conventionnel pour les 2 contrastes. L'analyse des régressions linéaires et de la pente confirme encore une fois les résultats, à savoir que pour le T1 et le T2, le synthétique est supérieur au conventionnel à 16% et 37% respectivement. Pour le flair, le synthétique est inférieur au conventionnel à 35%. Maintenant, passons aux résultats de l'analyse qualitative. Cette diapositive représente les diagrammes cumulés des scores obtenus pour les 2 opérateurs pour l'analyse de la qualité globale de l'image uniquement. En vert foncé, vous avez les scores excellents, en vert clair, bon, jaune satisfaisant, rouge, mauvais. Le tableau ci-dessous résume la moyenne des scores obtenus pour les 2 opérateurs, en T1, en T2 et en flair, pour le synthétique versus le conventionnel. Ce que nous voyons, c'est qu'en T1, le synthétique, les moyens des scores pour le synthétique sont significativement supérieurs à celles du conventionnel. Notons aussi que l'un des opérateurs ne donne aucun score excellent pour le T1 conventionnel. Pour le flair, les 2 opérateurs s'accordent en donnant une moyenne de score significativement inférieure pour le synthétique versus le conventionnel, ce que vous voyez ici. Un opérateur a donné
un score mauvais pour un seul cas, qui est représenté en rouge, ce qui représente 3%. Néanmoins, en analysant les résultats dans leur globalité, nous voyons que la moyenne des scores donnés par les deux opérateurs est supérieure à suffisant. Pour le FLAIR, les deux opérateurs sont en accord. Ils attribuent une moyenne de score significativement supérieure pour le synthétique versus le conventionnel. L'analyse qualitative en images. Cet exemple nous illustre un cas où les images synthétiques sont équivalentes en conventionnel, notamment pour le T1 et pour le T2. Pour le FLAIR, néanmoins, le contraste sur bruit est légèrement inférieur en FLAIR. Un autre exemple de cas où le synthétique FLAIR est équivalent au conventionnel, notamment pour la détection des lésions. Donc ici, c'est un cas de sclérose en plaques représenté par les flèches bleues. Pour cet exemple, nous voyons que pour le synthétique T1, une amélioration du contraste cortical-subcortical, la flèche rouge sur l'image de gauche, meilleur contraste pour les noyaux gris, notamment le putamen, le thalamus et les noyaux codés. Pour le T2, le synthétique équivaut au conventionnel. Et pour le FLAIR, nous observons un niveau inférieur de contraste sur bruit. Néanmoins, la détection des lésions reste équivalente. Pour cet exemple-là, nous avons deux cas de synthétique où le synthétique T1 est supérieur au conventionnel. En effet, plusieurs structures anatomiques sont mieux distinguées sur les séries synthétiques qu'en conventionnel, notamment les noyaux lenticulaires, codés et le thalamus. Un dernier exemple, le synthétique T1 montre une meilleure différenciation entre la matière grise et la matière blanche. Ici, vous voyez très bien. Le T2 reste équivalent entre le synthétique et le conventionnel en ce qui concerne le contraste, rapport contraste sur bruit et résolution. Pour le FLAIR, plusieurs points à aborder. Alors, nous observons la présence d'artefacts de flux sur les séries conventionnelles qui ne sont plus visibles sur les séries synthétiques. Néanmoins, le rapport contraste sur bruit est inférieur au synthétique. Il y a une majoration de l'effet du volume partiel au niveau des ventricules du synthétique, flèche violette ci-dessous. Néanmoins, on observe une bonne détection des lésions pour les deux séries. Conclusion et à retenir. Pour la validation quantitative, que cela soit pour le contraste ou pour le CNR, le T1 synthétique est supérieur au conventionnel. Pour le T2, le synthétique équivaut le conventionnel pour le contraste et reste supérieur au conventionnel pour le CNR. Le synthétique FLAIR est inférieur au conventionnel. Pour les résultats de la validation qualitative en analysant la qualité de l'image globale, les deux opérateurs s'accordent à dire que le synthétique T1 est supérieur au conventionnel, ce qui a été confirmé au préalable par l'analyse quantitative. Aussi, notons que la moyenne des scores pour les deux opérateurs reste proche de l'excellent. Pour le T2, les deux opérateurs sont en désaccord, comme nous l'avons vu précédemment. Pour le premier opérateur, le synthétique T2 équivaut au conventionnel, ce que nous observons encore une fois pour les résultats quantitatifs. Le second opérateur note une infériorité du T2 par rapport au conventionnel. Néanmoins, l'information à retenir est que la moyenne des scores pour les deux opérateurs est supérieure à bon. Pour le FLAIR, les deux opérateurs notent une infériorité pour le synthétique, mais encore une fois validé lors de l'étude quantitative. Néanmoins, le score moyen synthétique pour le FLAIR reste supérieur à satisfaisant, 2,74 et 2,42.
Pour conclure, encore une fois et en image, nous avons demandé à l'opérateur expérimenté, celui qui a positionné les ROI lors de l'analyse quantitative, d'effectuer une analyse visuelle aussi. Et nous avons comparé les résultats de cette analyse avec les résultats obtenus lors de l'analyse quantitative. Dans cet exemple, par exemple, pour le contraste matière grise, matière blanche, le contraste du synthétique T2 équivaut au conventionnel T2, ce qui a été confirmé par l'opérateur. Pour ce deuxième exemple, nous avons obtenu un contraste synthétique T1 supérieur au conventionnel T1, ce qui a été encore une fois confirmé par l'opérateur. Néanmoins, et pour le T2, les résultats quantitatifs nous montraient un contraste pour le synthétique inférieur au conventionnel, ce qui a été contredit par l'opérateur expérimenté, qui en effet évaluait les deux séries d'images de façon équivalente en termes de contraste. Ceci est pour dire que même si les valeurs quantitatives se portent en faveur d'un type de série par rapport au détriment d'une autre, l'œil de l'expert peut bien entendu confirmer ces résultats comme ils peuvent les contredire, comme nous le montre le cas du synthétique T2 versus conventionnel T2, parce que l'opérateur expérimenté ne va pas regarder les voxels une à une, il va regarder la globalité de l'image. Pour finir, je tiens à remercier le docteur Cato, le docteur Citon et le docteur Naël pour leur participation dans cette étude, ainsi que toute l'équipe de Léa Médicale. Merci.